Bonjour à tous, bienvenue, c'est 9h50 le matin en Bretagne. Nous sommes ravis de passer cette petite heure en direct avec vous. Alors notre invité d'honneur ce matin, c'est Alain Glon, fondateur du groupe du même nom, poids lourd de l'agroalimentaire breton et président de l'Institut de Locarn. Il est là pour nous parler de sa Bretagne, celle qu'il défend, celle qu'il aime. On le retrouvera avec grand plaisir tout à l'heure. Avec nous également Gwendoline Brahim, quelques jours des vacances de Noël. Elle nous donnera des idées d'activités à faire en famille, de la cuisine, des jeux à réaliser avec vos enfants. Et pour que les adultes ne soient pas en reste, des recettes de produits ménagers et cosmétiques. Bref, du fait maison sain et économique. Comme chaque mardi, notre coup de pouce également à un projet breton en quête de financement participatif. Ce matin, c'est Romain Leroux, jeune cycliste professionnel, qui est à la recherche d'une nouvelle équipe et de dons pour pouvoir l'intégrer. Il lance un appel sur la plateforme Kengo. Sur notre antenne également, il est avec nous ce matin. Eux aussi sont des passionnés de vélo. Ronan Michel et Gaël Madec ont parcouru en vélo couché pas moins de 15 000 km à travers l'Europe du Nord. Un périple de 18 mois fait de rencontres, mais aussi de quelques frayeurs que ces deux Brusois viendront nous raconter tout à l'heure. Nous parlerons enfin d'un véritable enjeu de santé publique, l'obésité. 12% des Bretons sont concernés. Quelle prévention, quelle prise en charge? Nous ferons le point dans quelques instants avec le professeur Ronan Thibault, responsable de l'unité de nutrition du CHU de Rennes. Sans oublier, bien entendu, en fin d'émission, le débriefing de la truculente comédienne Catherine Bossard. Voilà pour le menu du jour. Bonjour à tous, bonjour Alain Glon. Bonjour. Vous êtes, on l'a dit, le fondateur du groupe du même nom, aujourd'hui retiré des affaires, mais très actif pour autant. Vous êtes dynamique et engagé dans le développement de la Bretagne. Vous êtes d'ailleurs le président de l'Institut de Locarn. Nous, on avait envie de revenir un petit peu aux origines, comprendre d'où vous vient toute cette passion pour votre territoire. Alors, je vous propose, allez, on va commencer. Vous allez tirer un premier petit papier, si vous voulez bien. C'est la pochette surprise. Qu'est-ce qui vous ancre en Bretagne ? La foire au patou. Qu'est-ce que ça évoque pour vous? D'abord, qu'est-ce que c'est la foire au patou? La foire au patou. Alors, déjà un patou, c'est un berger, un enfant berger. Alors, je vois le lien que vous faites. J'ai passé mon enfance dans une famille où nous étions 5 enfants, 3 garçons et 2 filles, et en présence d'un jeune homme, je ne sais trop comment désigner son statut, d'un jeune homme qui avait été pris en gage par ma grand-mère à la foire au patou de Pontivy. Alors, ça se situait dans les années 1915 environ, beaucoup de familles nombreuses en Bretagne, souvent des difficultés pour les nourrir, et il y avait des gens qui circulaient à la campagne, qu'on appelait des bassadous, et qui sollicitaient des familles nombreuses en difficulté de pouvoir leur prendre un enfant ou 2 et de les confier à des familles qui en avaient besoin pour être patous, donc gardiens de troupeaux, si on peut le dire ainsi. Chez vous, ça a imprimé quelque chose, ça a imprimé une forme de refus de la misère, une forme d'esprit combatif finalement. Vous vous êtes toujours battu un peu pour arriver. Alors, probablement que le tempérament un peu pugnace vient d'une enfance qui était celle de la guerre. Mes parents avaient un moulin, un petit moulin. Mon père fut dans la résistance alors, je ne sais dire si j'ai une mémoire encore visuelle des choses ou si c'est à force de me l'avoir dit que ça m'a imprégné. Mais nous avons été à plusieurs reprises alignés le long du mur dans les phares des voitures allemandes pendant que des soldats fouillaient le moulin pour voir s'il y avait des maquisards ou non. Forcément, ça marque un petit peu. Oui, ça marque. Je propose de tirer un deuxième petit papier. Et là encore, on va convoquer des souvenirs chez vous. 3 frères. 3 frères. C'est important pour vous, ça. La fratrie. Oui. 3 frères. On a toujours tout fait à 3. Alors, un peu comme chez Astérix. L'un était l'administratif, Noël. L'autre, le commercial, André. Et moi, j'étais plutôt l'entrepreneur ou l'entreprenant. Et donc, voilà. C'était en 1946. Ça, c'était en 1946, je crois. Ouais. Et bien, nous avons partagé une vie familiale dans la proximité, bien sûr, mais aussi une vie professionnelle. 50 ans à travailler ensemble. 50 ans. Et comme il m'arrive de le dire parfois, je n'ai pas le souvenir qu'on se soit engueulé.
Ce qui est quand même un sacré miracle. Probablement que la génétique y est pour quelque chose. Sans doute, sans doute. Vous restez avec nous, Alain Glon. On va tout de suite justement évoquer la famille. Alors, je sais que vous êtes plutôt papy gâteau. On va justement donner quelques idées pour occuper nos enfants pendant les vacances de Noël. Elles sont signées de notre spécialiste enfance, Gwendoline Brahim, qui nous rejoint de ce pas. Bonjour Gwendoline. Bonjour. Alors ce matin, vous nous proposez du fait maison sain et économique. Oui. C'est tout ce qu'on aime dans cette émission. Exactement. On fait de plus en plus attention à la façon dont nous consommons et comment on le consomme aussi. Donc on l'a vu avec le bio qui se fait la part belle dans les supermarchés, qui est devenu même un label commercial, parfois plus qu'autre chose. On fait attention aussi aux vêtements qu'on achète. Les marques françaises et éthiques, on le vend en poupe en ce moment. C'est vrai que on aime bien ça. Et alors, il y a une nouvelle vague encore, c'est le fait de faire tout à la maison. Donc, tout soi-même, presque de A à Z, même pour certains. Donc, ça va de la cuisine, où là, on va arrêter tout ce qui va être les plats préparés. On va aller chercher les légumes chez l'agriculteur du coin, c'est mieux, ou au marché. Pareil, on fait fonctionner les artisans locaux et on cuisine le maximum qu'on peut à la maison. Alors, c'est aussi économique, surtout pour les familles nombreuses, parce que, alors, vous imaginez le caddie qu'il faudrait pour nourrir une grande famille. C'est vrai que quand on fait à la maison, de ce côté-là, c'est aussi plus économique. Et puis, c'est aussi très sympa de pouvoir cuisiner en famille avec les enfants. Ça a quelque chose d'assez fédérateur quand même. Alors, c'est une activité à faire en famille, la cuisine, mais vous avez aussi pensé aux plus grands. On peut aussi réaliser des cosmétiques et des produits ménagers maison. Exactement. Le fait maison, ça ne s'arrête pas seulement à la cuisine. Enfin, c'est aussi de la cuisine, de faire ses cosmétiques soi-même. Donc là, on peut faire vraiment absolument tout, que ce soit pour les enfants, que pour les adultes. Donc ça peut être le rouge à lèvres, le fard à paupières, la crème de jour, le démaquillant, absolument tout. Pour les enfants aussi, et ça c'est plutôt pas mal parce que ça nous permet de savoir exactement ce qu'il y a dans le produit et le liniment, ce qu'on utilise souvent pour nettoyer les peaux des enfants. C'est très simple à faire, il suffit de l'huile d'olive, de l'huile de coco. Vous allez à la pharmacie prendre de l'eau de chaud et ça y est, c'est fait. Donc il n'y a absolument rien d'autre dedans. C'est bien aussi pour les enfants qui ont des soucis de peau. Vous pouvez adapter les huiles essentielles ou les huiles végétales que vous mettez dedans en fonction de la peau de vos enfants ou même pour vous. Le seul petit hic, c'est de faire très attention en ce qui concerne les huiles essentielles, par exemple. Voilà. Parce que ça, c'est déconseillé. Alors, pour les enfants, en général, c'est déconseillé vraiment à très faible dose. Le mieux, c'est de ne pas en mettre du tout. Si c'est pour les enfants, comme ça, on est sûr. Si on ne s'y connaît pas plus que ça, il ne faut pas non plus tenter le diable. Il faut se renseigner quand on commence à faire ses cosmétiques soi-même, même si c'est pour nous adultes. Et puis, c'est comme la cuisine, on ne fait pas à manger avec des ustensiles sales, donc on ne fait pas de cosmétiques avec un plan de travail pas top. Il ne faut pas hésiter à stériliser. Mais à partir de là, une fois qu'on se renseigne un minimum sur ce qu'on peut faire et avec les choses qu'on peut utiliser au début, ça paraît un petit peu compliqué, mais en fait, non. On peut vraiment rester dans des ingrédients de base et faire plein on ne se trompe de pas choses. dans ces cas-là. Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire à la maison ? Alors, les produits ménagers, donc ça, avec ce qu'on a dans notre cuisine, c'est pareil, le citron, le bicarbonate. Le bicarbonate, c'est un produit magique, le bicarbonate. C'est très simple, mais ça marche pour tout. Voilà. À l'alimentaire, même pour les gâteaux, c'est très bien. La terre de sommière, les noix de lavage. Là, j'ai même vu récemment qu'on pouvait laver son linge avec du lierre. Alors, du lierre. Je n'ai jamais essayé. Mais paraît-il que ça fonctionne très bien. C'est un très bon détachant. Donc, bon, pourquoi pas, après tout. Vous testez, puis vous nous en reparlez à la rentrée, on verra ça. Non, j'ai mes petites habitudes, ça ira. Alors, est-ce qu'on peut fabriquer également des jeux maison, finalement ? Parce que... Alors, pour les enfants, c'est très sympa aussi, surtout qu'on peut faire avec eux. Alors, on peut fabriquer des petites poupées. Ça reste un peu sur la pédagogie Waldorf, en fait. Donc, ça reste... on prend les matières premières, que ce soit de la nature ou pressées sur des tissus comme du coton ou du lin. Et donc assez noble, et on va fabriquer des petites poupées avec les enfants ou aller se promener, puis avec les pommes de pin, fabriquer des petites choses. Donc on reste comme ça dans quelque chose qui est très abordable, c'est facile. Et bon, finalement, c'est sain et écologique. Et aussi, on n'y pense jamais, mais on a tous fait de la pâte à sel. Qu'est-ce que c'était bien, ça, la pâte à sel, avec ce qu'on avait dans la cuisine. Alors, on peut aussi faire des pâtes à modeler. La pâte à modeler qu'on achète, on peut aussi la faire à la maison. Comment on fait ? C'est simple ? Alors, la pâte à modeler, j'ai fait la pâte à modeler. Je sais faire le sable magique. Vous savez, le sable on achète ça. Alors, c'est du sable, vous pouvez le modeler comme vous voulez. Et ça reste vraiment en forme. Alors, ça, c'est de la farine et de l'eau.
Tout simple. C'est 8 doses de farine pour une dose d'huile. Donc, alors ça, voilà, c'est ça, de la farine et de l'huile, pardon. Donc, 8 doses de farine et une dose d'huile. Et vous avez votre sable magique. Donc, finalement, c'est absolument rien du tout. La pâte à modeler, c'est très facile à faire aussi. Je ne sais plus comment on l'a fait, mais ça se fait très, très Vous bien. répéterez pendant les vacances et puis Voilà, exactement. On peut faire aussi, ce qui plaît beaucoup aux plus grands, c'est le liquide non newtonien. Vous savez, ce liquide, vous mélangez la maïzena et de l'eau. Et alors, s'ils tapent fort dessus, c'est dur. S'ils vont tout doucement, ça reste liquide. Alors là, ça marche très, très bien. On peut faire plein de matières comme ça. Et c'est très sympa avec les enfants. Quelques livres pour quand même réviser tout ça? Oui, alors le fait maison, généralement, ça va avec le fait de consommer moins, mais mieux. Et donc, il y a des petits livres qui sont très sympas. Alors, je pense que vous connaissez tous Bea Johnson, qui a lancé... la papesse du zéro déchet. Voilà, exactement. Donc, ça marche bien. Elle a démocratisé la chose, surtout au niveau de la famille. Parce que souvent, quand on est des enfants, on se dit non, c'est pas possible, un zéro déchet ou faire soi-même, ça va être trop compliqué. Et c'est vrai qu'elle a démocratisé la chose et elle donne beaucoup d'astuces pour le zéro déchet, mais aussi des recettes pour faire ses cosmétiques soi-même, à manger, enfin vraiment tout. Et il y a ce tout petit qui est très pratique. Alors, je réduis mes déchets. Voilà, donc c'est Marjolaine Solaro qui a fait ce petit livre. Alors, il est tout petit, mais non pas moins de super astuces, des recettes, pareil, sur la même lignée que Bea Johnson, pour les cosmétiques, pour les produits ménagers, pour faire son pain soi-même, et plein de petites astuces comme ça pour le quotidien en famille. Parfait. Bon, attention parce que vous allez recevoir tout un tas de mails pour vous embaucher pendant les vacances de Noël. Oui, il fallait donc vous allez chercher la recette. Voilà. Ça vous interpelle, Alain Glon, le retour du fait maison comme ça? Parce que finalement, c'est assez naturel. Faire des jouets avec les enfants, avec ce qu'il y a dans la nature, vous avez connu ça, forcément. Tout à fait. Il faut se réapproprier l'intelligence. Notre système économique et commercial a conduit à un jeu qui a consisté à mettre l'autre en dépendance, pour l'obliger à venir à son rayon. Or, il faut maintenant engager la démarche inverse et se réapproprier tout ce qui peut être fait à la maison, mais y compris dans la formation. Quand je vois ces petits jeux auxquels on peut prendre un abonnement pour recevoir un objet chaque semaine ou chaque mois et apprendre le codage au travers de constructions. À mon époque, ça s'appelait le mécano. Aujourd'hui, on assemble des objets, on fait des petits programmes. Le petit-fils peut former le grand-père, puisque c'est la première fois au monde où les jeunes en savent plus que les personnes âgées. Et donc, c'est à nous de trouver le moyen de faire ces allers-retours. Et il n'y a pas mieux que la cellule familiale. On est bien d'accord. Alors justement, puisqu'on parle de famille, Alain Glon, votre histoire, c'est celle d'une famille d'entrepreneurs, on l'a dit, qui a porté une croissance à un rythme quand même assez effréné, et un groupe qui est devenu un géant de l'agroalimentaire. Quel regard aujourd'hui, maintenant que vous êtes retiré des affaires, vous portez sur cette aventure d'entrepreneur finalement? Si c'était à refaire, je recommencerais la même aventure. Ça a été fantastique, parce que la Bretagne a un climat qui fait rêver le monde entier. Pour preuve, il suffit de voir les Chinois qui nous arrivent, les Thaïlandais, les Japonais, et on pourrait quand même mieux faire, pour les nôtres, plutôt que de servir les autres. Donc le climat, une terre féconde, et des gens extraordinaires. Alors, qui en partie, au moins dans le domaine qui nous a permis la croissance, dans le domaine de l'agriculture, compte tenu de la compétition entre les différents systèmes de formation, les meilleurs ont pu émerger et ce que l'on a connu a été prodigieux. Ça n'a pas été un peu effrayant, ce groupe qui a tellement grossi, qui est devenu énorme, une grosse machine? Non. On a toujours fait confiance aux hommes. Et par exemple, un certain nombre de mes collaborateurs s'énervaient parce que je leur interdisais d'avoir une entreprise avec plus de 180 employés. L'idée étant qu'à 180 employés, le patron connaît tout le monde, non seulement ses employés, mais les conjoints. Si quelqu'un n'est pas là un jour, il dit oui, je savais que son petit-fils n'était pas bien. Il n'y a que 3 niveaux hiérarchiques. L'information circule vite, l'innovation à sa place, les réclamations sont entendues. Alors que si on dépasse ce nombre, au moins dans la culture bretonne, si on passe à 4 niveaux, tout devient beaucoup plus lent, on ignore. Alors je dis dans la culture bretonne parce qu'on observe qu'en Vendée, par exemple,
des groupes que l'on connaît bien, hein, des Fleury-Michon, Sodebo et autres, peuvent avoir des usines 2 fois plus grandes que les Bretons. Et malgré tout, socialement, ça fonctionne bien. Question de culture, alors. Vous voyez, donc... Alors, vous avez revendu le groupe. Hein. Oui, oui. Aujourd'hui, Glon, c'est une entreprise familiale. Oui. Vous redevenu un peu... revenu à une taille plus humaine, on va dire. Vous faites quoi aujourd'hui, concrètement ? Alors, la fiscalité et le reste nous a contraints, en quelque sorte, de vendre le groupe, et que nous avions construit à 3 frères. Et maintenant, chacun a choisi sa vie. Et en ce qui me concerne, et je vais dire mes enfants et gendres, eh bien, ils se sont relancés dans les affaires, recréé de nouvelles entreprises. Alors, quand nous étions dans le groupe, nous créions une entreprise par an. Oui. Et je pense que si on ose encore l'aventure, ça doit encore être possible aujourd'hui de créer une entreprise par an. Donc vous, aujourd'hui, c'est Bretz, hein, les chips. Oui. C'est l'emballage. L'emballage, oui. Également. Écofeutre. Voilà. Et puis d'autres petites activités qui naissent. Tenez, il y en a une, vous parliez de faire à la maison. Faire la culture à la maison. Et c'est quelque chose qui nous arrive de Chine. Les Chinois ont tellement de prévention par rapport à ce qu'ils consomment que plutôt que d'avoir un aquarium à la maison, ils préfèrent avoir des dispositifs qui leur permettent de faire pousser du persil, de la ciboulette, de la salade ou autre, et cueillir directement. Ça, ce sont des choses que l'on regarde. Immanquablement, ça va venir. Alors, vous dites, le plaisir dans une entreprise, ce n'est pas d'être grand, c'est de devenir grand. Oui. Pourquoi ? Je l'ai appris trop tard. Ah oui. Le bonheur n'est pas proportionnel à la taille de l'entreprise. Non. Et donc de créer l'entreprise, de valoriser la totalité de son expertise, oser prendre des risques. Dans une grande entreprise, c'est forcément plein de normes, de contraintes, de procédures et autres qui sont autant de frustrations par rapport à la capacité à innover. L'innovation, c'est au cœur de vos préoccupations. Vous parliez des normes à l'instant, ça vous énerve, les normes. Et alors en 2016, vous avez fait un périple à vélo de la Bretagne à l'Estonie. Donc vous êtes allé jusqu'à Tallinn, vous avez fait 3200 km en 26 jours. Pour prouver quoi ? Qu'est-ce que vous vouliez vous prouver à vous et peut-être aux autres ? Non, c'est simplement un ami que je connaissais assez peu d'ailleurs, qui un jour me demande d'ailleurs à l'Institut de Locarno, connaîtrais-tu quelqu'un qui viendrait faire un périple avec moi en vélo ? Oh, je dis, j'irais bien, moi, pourquoi pas. Je n'avais jamais fait d'aussi long périple. Alors oui, quelques Paris-Brest, Bordeaux-Paris, Paris-Roubaix, mais jamais de trajet aussi long, même si avec mon épouse, nous étions allés déjà 2 fois à Budapest, hein, avec les sacoches et le reste. Mais là, c'était une autre aventure, c'était traverser 8 pays. C'était aller prendre du temps, ce que je n'avais pas fait forcément auparavant. C'était voir l'Europe à hauteur d'homme, finalement. Oui, tout à fait. Je trouve que le vélo est un moyen extraordinaire de découvrir les pays, de les comprendre. Je les avais vus beaucoup au travers de l'industrie. J'avais vu ces pays comme étant des concurrents qui nous faisaient quelques misères commercialement. Et là, j'ai vu autrement. Savoir de quoi on est capable, c'est aller plus loin que le raisonnable. C'est innover, c'est aller au-delà de la norme. Voilà. Et vous êtes un passionné de vélo. Justement, on va accueillir tout de suite un autre passionné de vélo. Il s'appelle Romain Leroux et il nous rejoint de ce pas sur le plateau. Bonjour Romain. Bonjour. Alors, vous avez 25 ans et déjà quelques belles victoires à votre palmarès. Champion d'Europe sur piste au scratch, champion de France de poursuite par équipe junior, des réussites également sur route. Bon bref, une carrière prometteuse mise à mal depuis cette année. Vous vous retrouvez sans équipe. Comment ça se fait ? En effet, je suis professionnel donc, depuis 3 ans au sein de l'armée de terre. Et une décision a été prise du coup politique il y a d'ici un mois d'arrêter l'équipe. Donc en période... sauf que voilà, la décision a été prise hors période de mutation et nous laissant, moi et l'ensemble de l'équipe, sans équipe pour 2018. Alors vous êtes donc à la recherche d'une nouvelle équipe. Le problème, c'est que les budgets sont bouclés, hein, on a bien compris. Il faut donc mettre la main à la poche. Et la somme, elle est impressionnante. La somme, elle est énorme, en fait.
En effet, en fait, donc il y a pour pouvoir moi continuer ma carrière professionnelle, il va falloir que je finance mon salaire de la saison prochaine dans une équipe. Et pour ça, la somme est de 40 000 euros. Donc cette somme, en fait, c'est une somme imposée par l'UCI. C'est le salaire minimum imposé par l'UCI pour pouvoir intégrer une équipe professionnelle. Vous avez déjà une idée de l'équipe que vous souhaiteriez rejoindre ou pas? J'ai pas d'équipe encore signée, j'ai plusieurs contacts, mais rien de signé encore dans une équipe. Alors l'adversité, ça vous fait pas peur? Il y a 2 ans, vous avez fait face à un grave accident lors d'une course, mais ça n'a pas du tout mis à mal votre envie de réussir. Racontez-nous cette mésaventure, qu'est-ce qui s'est passé? En effet, en 2015, lors du Tour d'Alsace, dans une descente de col, j'ai loupé un virage et j'ai fait une chute dans un ravin donc de 5 mètres, ce qui m'a engendré 14 fractures, plusieurs mois de fauteuil roulant et donc voilà, avec l'aide de ma famille, mon entraîneur Marc Meyer, j'ai réussi à remonter. Alors les médecins me donnaient 6, 7, 8 mois de fauteuil roulant et au bout de 3 mois, j'étais remonté sur le vélo. Comme quoi, la motivation. Hein? Oui, mais ça m'est arrivé, ça clouait. Moi, c'était la moitié, 7 fractures. D'accord. Mais bon, on s'en remet vite. Hein. Oui, tout à fait. On m'avait scotché de partout. Voilà. Vous voyez, avec après, la volonté, il y a à 75 ans, ça n'empêche pas de faire un paquet de kilomètres derrière, vous voyez, pas de souci. Donc vous lancez, Romain, un appel à financement participatif sur la plateforme Kengo. Vous avez besoin de 40 000 euros, on l'a dit. Bon, alors vous avez déjà récolté une partie, quand même, rassurez-nous. En effet, ça a bien avancé, surtout voilà, hier avec la participation de la région Bretagne. Donc voilà, je suis arrivé à plus de 34 000 euros. Donc voilà, l'objectif, c'est d'arriver avant vendredi à 40 000 euros. Bon, Écoute, ben voilà. Je t'apporterai ma contribution. Ben Merci, voilà, hein. vous avez bien fait de venir. Merci Romain. Décidément, écoutez, la petite reine est à Nolleur ce matin. Hein. C'est aux 2 roues que 2 jeunes Bretons, c'est en 2 roues que 2 jeunes Bretons ont parcouru 15 000 km à travers l'Europe du Nord. 18 mois d'aventure que Ronan, Michel et Gaël Madec vont partager avec nous en nous rejoignant également sur ce plateau. Bonjour à tous les deux. Alors, on est vraiment en mode 100% vélo là ce matin sur le plateau. Vous en faites, Gwendoline, ou pas? Vous le fabriquez maison, votre vélo? Mais tout à fait. Non, mais je fais du vélo par contre. Vous faites du vélo? Oui, Bah oui, voilà. je fais Bon, beaucoup de voyez. vélo. On est entre passionnés là. Alors, vous êtes parti de Bruy il y a 18 mois. Vous venez tout juste de rentrer. Comment allez-vous? Content? Vous gérez comment le retour? C'est pas facile de revenir après un périple pareil? Non, c'est pas évident. Après, ça se prépare un petit peu en amont, parce que bon, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui reviennent, qui ont tout de suite envie de repartir. Vous avez traversé combien de pays? 17, c'est ça, au total? Oui, ça doit être ça, 17. Hein. Alors, Ouais. lesquels, par exemple? Alors, on a fait les pays du Royaume-Uni, et ensuite, on est reparti de France, de Bretagne, et puis on a fait Belgique, Pays-Bas, l'Allemagne, les pays nordiques, le Danemark. On est passé en Russie, et puis on est revenu par les pays baltes, la Pologne, et puis de nouveau l'Allemagne, et le retour en France. Pourquoi vous avez choisi le vélo couché? Dites-nous tout. Pour intriguer un peu, pour être, On va passer inaperçu. C'est réussi. pour interpeller les gens et créer du contact encore plus facilement. Et ça marche vraiment bien. Ça marche? Ouais. C'est mieux qu'assis, quoi. Ah bah c'est Comme ça, intrigue, on vient vous voir. C'est ça, c'est le véhicule. Les gens demandent comment il fonctionne, où sont les pédales, où est le guidon, puisqu'il est dessous, il est sous nous quand on le manœuvre. Donc ils demandent rien que le fonctionnement du vélo, les intrigues. C'était quoi l'idée de départ de ce périple? Parce que vous aviez tous les deux un travail avant le début de cette aventure, un travail voilà, bien stable. Vous vouliez être libre? C'était quoi l'idée? Libre, comme monsieur a dit, prendre le temps et avant de se lancer, peut-être déjà se donner le recul de savoir où je voulais aller. C'est ça, ouais. Je pense qu'il y a le côté temps et le côté recul. Je pense que c'est les deux notions. Avoir du temps pour réfléchir à ce qu'on veut faire avant de se lancer tête baissée. Et puis le recul en visitant d'autres pays. Comparer un petit peu entre ce qu'on connaît de chez nous, de la Bretagne, de la France, qu'on connaît pas trop mal. Et puis aller voir un petit peu ce qui se fait à l'étranger. Voilà, prendre du recul par rapport à notre situation, quoi. Je pense que c'est important avant de lancer des grands projets, avant de se lancer dans la vie. Je pense que c'est une bonne expérience. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce voyage? Les rencontres, finalement, avant tout? Ouais, que la bonté humaine est partout et que la bêtise humaine est également partout. C'est pas mal, effectivement. Vous avez appris des choses sur vous? Oui, Pendant ce voyage forcément. On a du temps, donc on a aussi du temps pour se poser des questions sur soi. Moi, ce que j'ai bien aimé aussi, mais qui n'est pas facile, c'est d'être à deux.
Quand on est tout seul, on se pose des questions, mais on est un peu auto-centré, on n'a personne pour se remettre en question. Quand on est à deux, on est quand même parti 1 an et demi, donc c'est à deux, bon, sur le vélo, à la limite, on peut se laisser un peu de distance. Par contre, quand il s'agit de dormir dans la tente, quand il s'agit de cuisiner, on est 24 heures sur 24 ensemble. Donc déjà en couple, c'est pas facile. Alors entre copains, on a beau bien se connaître. Entre frères, ça marche mieux apparemment. Ils Entre s'engueulent frères pas. aussi. Ça fait 50 ans que ça dure. Donc... Bon, on j'essaierai entre frères aussi. C'est pas de souci, j'en partirai peut-être entre frères dans ces cas-là. Aussi. Vous connaissez depuis le CE1, c'est une belle histoire quand même. Ouais. C'est génial. Vous avez 26 ans tous les deux. Est-ce que vous avez eu des grosses galères quand même à gérer? Quelques pannes mécaniques pas évidentes. Donc là, c'est un manque d'outillage, un manque de connaissances. Au final, on n'a pas le choix, donc on va y arriver. C'est un challenge à relever, c'est tout. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des étapes à trouver. Ouais, comme on dit. Alors ce projet, vous l'avez aussi partagé avec des personnes qui étaient restées ici en Bretagne, des écoliers de Bru, et puis un dessinateur de BD, Bruno Bertin, le papa de Vic et Vicky, et puis l'association Bru Solidarité. Vous n'avez pas coupé les ponts avec tout le monde, hein. C'est moins qu'on puisse dire. Non, mais c'était pas le but non plus. Le voyage, c'était une chose, mais ce qui était important pour nous, c'était d'essayer de faire graviter des choses autour de ce voyage, et par rapport à nous, et puis de croiser les gens, c'était aussi le but. Donc effectivement, il y a eu Bruno Bertin qui a été enthousiasmé par le projet, et du coup qui nous a... donc il a ses personnages Vicky notamment, donc il a dessiné sur des vélos couchés, et il nous a offert ce dessin, et même des autocollants. Nos cartes de visite sont faites par lui, donc qui était un grand partenaire. Effectivement, Bru Solidarité, une association humanitaire. Alors là, c'était la grande surface locale qui nous avait proposé de nous aider un petit peu. On dit, nous, en soi, directement, ça nous intéresse bien sûr, mais on préférait essayer de faire quelque chose, de leur transmettre. Donc la grande surface a versé sur notre départ 5 € par cycliste qui nous accompagnait sur les premiers kilomètres et qui ont finalement été nombreux, on a été surpris. Et donc la grande surface a fait un don directement à l'association Bru Solidarité. Et puis après, effectivement, il y a eu le projet avec une école. Donc là, on a échangé un petit peu tout au long du voyage. Alors, carte postale un peu au début, après on est passé au mail, c'est quand même plus facile. Donc en essayant de trouver Internet pour nous. Et donc on a eu des échanges et puis c'est eux qui nous ont accueillis pour notre retour. C'était donc le 15 décembre à Bru. Vendredi dernier. Vous avez décidé de repartir, d'ores et déjà? Il y a de grandes chances, ouais. On pensait pouvoir faire toute l'Europe et on a fait que la partie nord. Donc il faut faire le sud maintenant. C'est ça. 15 000 bornes encore à faire. Ouais, et vous avez d'autres projets à plus long terme peut-être, un projet de vie, Ouais, il y a aussi des projets, effectivement. Alors moi, ce que je me suis rendu compte aussi en voyageant, c'est que, surtout en itinérance, comme on le fait, c'est qu'on ne peut pas inscrire de choses, puisqu'on est tout le temps en mouvement, de choses durables. Donc c'est aussi pour ça qu'on a un petit peu coupé en deux, parce que moi personnellement, les projets de reconversion en maraîchage biologique, donc il faut être quand même ancré sur un territoire pour faire ça. Donc il y a des envies de voyage, de repartir, il y a aussi des envies de projets sur la Bretagne notamment. J'en connais un qui vous regarde avec les yeux brillants, c'est Alain Glon. Vous êtes admiratif, on sent, de ce type d'aventure, de façon d'oser finalement, de rester ancré et en même temps de bouger. C'est ça chez vous aussi. C'est fantastique, vous avez raison, vous me faites rêver. Mais bon, le parcours que j'ai connu ne m'a pas laissé le temps, encore que ça, je pense que c'est pas tout à fait vrai, mais c'est que je ne savais pas que c'était possible. Déjà, quand chaque dimanche matin on part faire du vélo, il y a plein de gens autour de vous qui disent mais pourquoi il va faire ça, il n'est même pas payé, quoi, hein. Et donc quand vous partez très très loin et que de temps en temps ça tire un peu dur dans les côtes, et dit, attends, j'ai une 6 cylindres à la maison, qu'est-ce que je fais ici, quoi. Hein, ou quand on dort dans un jardin public en Pologne, parce que tous les hôtels étaient pleins, c'est comme si on arrivait en vélo à Carhaix le jour des vieilles charrues, quoi, hein. Et donc, on dort dans un parc public et la famille de dire, mais attends, c'est pas raisonnable quand même à ton âge. Pas raisonnable, c'est un de vos mots, ça, Alain Glon. Alors vous aujourd'hui, vous êtes quelqu'un de très engagé, vous présidez l'Institut de Locarn, et on a le sentiment que vous vous sentez redevable envers la Bretagne. Vous dites clairement, je vous cite, on ne doit plus prendre au territoire, mais lui restituer quand on a réussi sa vie à 60 ou 65 ans. Pourquoi ? Quand on a eu la chance que j'ai eue, et ceux de ma génération, il arrive un moment où on se dit, mais si on a pu faire tout ça, c'est grâce au pays, et comment pouvons-nous lui restituer ? Et quand je vois les conséquences de l'allongement de la durée de vie
En gros, je peux avoir une vie active 15 ou 20 ans de plus que mon père. Ça veut dire que si j'utilise l'argent que j'ai pu capitaliser, mon expertise, les réseaux de sympathie que j'ai créés, si je les utilise pour accaparer encore plus, prendre plus, mais il est normal que l'État tempère nos ardeurs par la fiscalité si spontanément on ne restitue pas en partie. Alors, l'Institut de Locarne, quelle est sa mission? Quel est son rôle pour vous? Quel est son objectif finalement? Il veut avoir une vision pour la Bretagne? Qu'est-ce que c'est l'idée? Oui, alors on peut approcher la réponse par la chronologie. Quand le monde s'est ouvert à la globalisation, nous étions en France dans un pays extrêmement administré, ce qui nous a conduit à connaître les 30 Glorieuses d'ailleurs. Et d'un seul coup, on nous a exposés au monde et nous étions un peu comme un escargot sans coquille. Il nous a fallu comprendre ce qui se passait ailleurs dans le monde. Or, le système français ne nous l'enseignait pas. Et donc, à Locarne, nous avons osé faire venir des personnes, surtout de l'étranger, qui avaient une vision du monde beaucoup plus ouverte que la vision franco-française. Alors ça interpellait, puisque nous contestions un certain nombre de méthodes, donc ça ne nous a pas valu que des amitiés. Et lorsque les gens se sont aperçus que ce que nous annoncions en termes d'évolution se produisait, on nous a fait de plus en plus confiance. On a même eu une préfète, Bernadette Malgorn, qui a osé venir à Locarne. Et à l'époque, il fallait oser, compte tenu de ce que l'on disait de nous. Et donc, progressivement, nous avons gagné en crédibilité. Et aujourd'hui, il ne s'agit plus de dire ce qu'il lui fallut faire, mais il s'agit de faire ce qu'il faut. Alors vous dites notamment qu'il faut se réapproprier. La Bretagne doit se réapproprier ce qui lui est indispensable, c'est-à-dire par exemple en particulier l'énergie. Ça va loin quand même. Enfin, là, ça va beaucoup plus loin que ça. Si je reprends rapidement l'histoire après la guerre, et c'est donc ma période de naissance, je parle de celle de 39-45. La France était à reconstruire et le pays l'a fait de façon fantastique, avec essentiellement organisé en deux filières. Il y avait les grands commis de l'État, qu'on appelait à l'époque, c'est-à-dire des gens formés à l'ENA, et il y avait les polytechniciens. Et les énarques ont géré le pays comme il convenait de le faire, et les polytechniciens ont développé des entreprises qui, à l'époque, s'appelaient Aérospatiale, Sud Aviation et autres. Progressivement, les polytechniciens ont trouvé des employeurs. L'ensemble des grandes entreprises qui ont été constituées pour refonder les réseaux d'électricité, d'égouts et autres en France ont été appropriés par des gens qui géraient de façon administrative. Et ils ont géré au mieux leurs entreprises. Et parfois, en invitant les copains de promo à sortir des textes qui facilitaient leur business. Et donc, on se retrouve aujourd'hui avec 20 ou 25 entreprises géantes, fort attaquées d'ailleurs par les Américains aujourd'hui, qui se sont positionnées sur ce que l'on appelle dans notre jargon les besoins primaires de la population. En gros, tout ce qui rentre et sort de la maison, que ce soit l'électricité, la radio, les égouts, les assurances et le reste, il est pratiqué des tarifs déraisonnables quand on les compare à ceux de l'étranger. Et donc, on dit qu'au moment où l'État est en train de vendre les participations qu'il a dans ces grandes entreprises, les vendre à des Qataris, à des fonds de pension américains ou autres, il vaudrait mieux que les Bretons se réapproprient ce qui est indispensable à la vie. Ça nous semble un très bon placement. Alors, vous êtes aussi un homme engagé au niveau de la santé, parce que vous participez au fonds Nominoé au sein du CHU de Rennes. De quoi s'agit-il exactement là? C'est pareil, c'est une façon de soutenir un peu le... Oui, c'est un peu le fruit de l'histoire. Une de nos filles est décédée d'un cancer et elle a été soignée au CHU de Rennes de façon admirable. Et jusque-là, nous avions eu la chance de traverser la vie sans de gros problèmes de santé. Et
la qualité des soins donnés, l'attention des gens, nous a fait dire que ça méritait une implication. Eh bien, ce que l'on fait, et on apporte notre contribution, pas seulement financière, hein, aussi, on va dire, intellectuelle ou relationnelle, parce que là encore, on peut mieux faire pour la santé, quoi. Alors vous dites, quand il s'agit de l'humain, seul le meilleur est bon. Ça signifie quoi exactement pour vous? Oui, c'est-à-dire que notre système économique nous a amenés à servir le contrat plutôt qu'à répondre aux besoins de l'humain. C'est-à-dire que ces normes dont nous parlons régulièrement fixent des minima à atteindre. Et compte tenu de la dureté des négociations, notamment avec la grande distribution alimentaire, eh bien, chacun s'évertue à assumer les normes, mais à minima. Et quand on respecte les normes, aussi bien que le font les Brésiliens ou les Thaïlandais, on n'a pas de raison de préférer les produits bretons aux produits brésiliens ou thaïlandais. Or, mon point de vue, c'est qu'il faut approcher des besoins de l'humain et on sait faire beaucoup mieux. C'est-à-dire qu'au lieu de viser la carence autorisée, c'est de viser l'optimum pour la santé et là, on peut faire la différence. Alors, vous avez un exemple très concret avec les œufs. Oui. On a... il y a fort longtemps, il y avait des œufs surtout au printemps, quand la nature permettait à nos braves poules de pondre. Et d'ailleurs, c'était la Chandeleur et on faisait des crêpes. Progressivement, le consommateur a dit « je voudrais des œufs tous les jours de l'année ». Et donc on s'est organisé pour produire ainsi, on a mis les poules dans un poulailler. Au lieu de gambader dans la campagne, d'aller manger un lombric par-ci, une feuille de salade par-là, on lui a donné une nourriture dont on a cherché à abaisser au maximum le prix de revient, aussi longtemps que la poule faisait des œufs, et peu importe si elle chante un peu moins. Or, on a progressivement carencé l'œuf, et le schéma que vous présentez le montre. Or, aujourd'hui, pour un prix de revient à peine différent, on peut faire des œufs pleins, beaucoup plus riches, notamment plus riche en lutéine, par exemple, hein, qui est une source essentielle pour éviter la DMLA. Et c'est une source de lutéine parfaitement biodisponible. On peut faire beaucoup mieux à peine plus cher, parce que le travail de l'éleveur est le même, le prix du poussin est le même, le transport, la place dans le rayon, l'emballage, tout est au même prix. Il y a juste la nourriture de la poule qui change. Bon, vous êtes un homme engagé, hein, on l'a bien compris. Alors la santé, c'est un sujet qui vous tient à cœur, vous venez de l'évoquer. On va l'évoquer également avec le professeur Thibault, qui est ce matin responsable de l'unité de nutrition du CHU de Rennes et que vous connaissez. Alain Glon, c'est un hasard, mais ça tombe comme ça. Voilà, on le reçoit tout de suite. Bonjour, professeur Thibault. Bonjour. Merci pour l'invitation. Mais je vous en prie, vous êtes responsable de l'unité de nutrition du CHU de Rennes. Vous avez collaboré ensemble avec Alain Glon dans le cadre du fonds Nominoé. Je précise que c'est un hasard, effectivement. En tant que professionnel de santé, quelles sont vos attentes vis-à-vis des industriels de l'agroalimentaire ? Oui, pour nous, c'est très important. D'ailleurs, je remercie Alain Glon, l'ensemble des industriels de l'agroalimentaire et bretons de participer au fonds Nominoé. On en attend un partenariat gagnant-gagnant. Nous sommes issus de mondes différents, mais on a beaucoup à apprendre les uns des autres, notamment pour faire avancer la recherche, également améliorer l'alimentation des patients hospitalisés. Donc c'est un enjeu majeur pour l'avenir et pour nous, pour améliorer la santé des Français et des Bretons en particulier. Alors venons-en justement à l'obésité, le sujet qu'on va évoquer avec vous. On va être très pédagogue. D'abord, de quoi s'agit-il très concrètement ? Donc l'obésité, concrètement, c'est un excès de masse grasse. Et actuellement, on la mesure, on la définit par ce qu'on appelle l'indice de masse corporelle. Donc c'est un indice de corpulence. Donc il faut connaître, voilà, le fameux IMC. On en a souvent parlé. Il faut connaître son poids en kilogrammes et sa taille. Et on a ainsi un index et on considère que la personne est obèse lorsque cet index dépasse les 30. Après, il y a différents grades. Mais ce qui est plus important, c'est de définir des complications associées à l'obésité, parce que c'est ça qui va handicaper les patients et c'est ça qui va être à l'origine de maladies plus graves. Alors, on dit souvent la Bretagne est assez épargnée par ce phénomène. Est-ce que c'est vrai ou pas si vrai que ça, finalement ? Alors, c'est pas si vrai que ça, effectivement, parce que bon, l'obésité, c'est une pandémie mondiale. Hein, dans les années à venir, ça va exploser, mais actuellement, il y a plus de 800 millions de personnes qui sont obèses dans le monde.
Et en France, la prévalence moyenne, elle est de 15%. Elle est à peu près stable. Mais en Bretagne, effectivement, dans le Grand Ouest, on est à 12% de prévalence. Mais ça fait quand même plus d'un Breton sur 10 qui est obèse. Il faut savoir que près d'un Français sur 2 est en surpoids ou obèse. Donc c'est un enjeu considérable pour l'avenir. Alors, quelles sont les causes? Finalement, on est assez loin du cliché de la malbouffe. Alors c'est vrai que l'obésité se développe quand il y a un excès des apports énergétiques par rapport à nos besoins. Et finalement, ce dont on se rend compte, c'est que c'est pas forcément... On dit souvent les personnes manquent de volonté, elles prennent du poids parce qu'elles ne font pas attention à elles-mêmes. Mais il y a vraiment un problème de la régulation cérébrale de la prise alimentaire. Normalement, quand vous faites un repas, on approche des fêtes un peu lourd, le lendemain, vous compensez, ou le repas suivant, vous allez manger moins. Ça, c'est ce qui se passe en physiologie normale. Mais là, chez certaines personnes, et on ne sait pas encore bien pourquoi, il y a une déprogrammation du cerveau et il n'y a plus d'inhibition de la prise alimentaire. Et ça peut s'aggraver petit à petit, constituer la prise de poids. Et on pense même que certaines personnes peuvent développer une véritable addiction alimentaire. On peut être addict à l'alimentation comme on peut l'être pour la drogue ou l'alcool. Et ça, on pense que ça concerne à peu près un patient obèse sur 5. Et donc c'est vraiment notre travail au CHU de travailler sur ces troubles du comportement alimentaire pour diminuer le développement de l'obésité, ses complications. Alors, il y a également la sédentarité qui est quand même également en jeu, en cause. Les bienfaits de l'activité physique ne sont plus à démontrer. Alors, je vous propose un témoignage, justement, celui de quelques femmes en surpoids qui ont décidé de marcher pour leur santé. C'est un reportage tourné par nos confrères de France 3 Île-de-France, Pierre-Yves Salic et Georges Pinol. Vous prenez des paires et après je vous montre comment le mettre. Elle se donne 3 mois pour se remettre au sport et perdre du poids. Et cela commence chez elle, en Seine-Saint-Denis, par 2 heures de marche nordique. Pour se déplacer, on est moins kilosé, on est plus à l'aise dans ses gestes, dans ses mouvements et du coup on se sent bien. J'essaie au lieu de rester à la maison, même si on est un peu âgé, il faut tenir la forme. En 5 minutes déjà, les écarts se creusent. Chacune à son rythme se laisse porter par le groupe. Ça nous motive, même quand on lâche prise, il y a toujours quelqu'un qui vous encourage et qui vous rappelle. Donc on garde contact avec les membres du groupe. Fais attention aux chevilles, je tiens bon. Elles font jusqu'à 5 heures de sport par semaine. Aquagym, musculation, marche. Assistées d'un éducateur sportif, certaines femmes en surpoids sont là sur les conseils de leur médecin. On prépare nos activités physiques, nos exercices, en fonction du certificat médical de non-contre-indication. Il faut surtout y aller en douceur, ne dégoûter personne de l'effort physique. C'est l'un des trop rares moyens de lutte contre l'obésité. Hyper motivée, Marie-Chantal Seri a eu un déclic chez son médecin, car les risques liés à l'obésité sont réels. Le risque d'avoir un jour un AVC, par exemple. Et voilà, l'hypertension qui peut survenir et puis vous pouvez faire une chute. Ça m'a fait un grand tic dans la tête. Après 3 mois de cours, elles devront continuer seules ou en club. C'est presque une obligation. Mais c'est déjà un plaisir. Alors, pas de doute, professeur Thibault, une activité physique est essentielle dans la prévention et dans la prise en charge de l'obésité. On le voit encore dans ce reportage. Oui, parfaitement. C'est crucial parce que même pour la population générale, il faut savoir que l'activité physique permet de limiter la prise de poids. Il est souvent faux de penser que l'activité physique fait perdre du poids, parce que pour perdre du poids, il faut vraiment un niveau d'activité physique intense, comme vous l'avez fait vous deux récemment. Se mettre au vélo. Voilà, il n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est vraiment de prévenir aussi les complications de l'obésité. Un patient obèse aussi qui fait, voilà, exactement, qui fait de l'activité physique va limiter les complications. À poids égal, il aura moins de complications. Donc c'est vrai que c'est la sédentarité qui tue. Et il est important en population générale de faire au moins 1h30, 3 fois par semaine d'activité physique. Ça paraît considérable, mais ce sont les recommandations actuelles de l'Académie de médecine. Ça peut être assez simple finalement. On descend une station ou deux avant si on prend les transports en commun, des choses comme ça. Exactement, monter l'escalier quand on est au travail, etc. Mais aussi avoir une activité physique régulière. Ça peut être la natation douce. Donc c'est vrai que ça, c'est un de nos objectifs au CHU, c'est de faire en sorte que nos patients obèses se réapproprient leur corps, comme l'a très bien dit la dame dans le reportage. Les patients obèses se sentent handicapés, incapables de faire des choses. Or, ils sont capables, même malgré un surpoids, une obésité, il y a toujours un moyen de bouger, de faire de l'activité physique. Et ça, c'est un enjeu majeur, notamment pour préparer à d'autres traitements comme la chirurgie de l'obésité.
Alors, il ne faut pas rester seul, finalement. C'est aussi le message, ça, que vous souhaitez faire passer. Oui. On se sent plus fort en groupe, hein, et là, on l'a encore vu dans ce reportage. C'est tout à fait vrai. Souvent, les personnes obèses s'isolent à leur domicile, n'osent plus sortir. Alors après, c'est difficile pour elles d'aller consulter, mais je ne peux qu'encourager les personnes concernées à aller voir leur médecin généraliste. Alors c'est vrai qu'il faut qu'on ait plus de structures, notamment multidisciplinaires, à notre disposition, parce que l'obésité ne se prend pas en charge par un médecin seul. Il faut une équipe diététique, c'est ce que nous avons au CHU. Il faut un psychologue, il faut un éducateur sportif. Les émotions sont très importantes à gérer aussi. Quand on a beaucoup d'émotions, on peut aussi calmer ses émotions en mangeant. La nourriture devient un réconfort. Et ça se travaille pour prévenir l'aggravation de l'obésité et la traiter. Et donc, il faut qu'on ait plus de structures à disposition, y compris dans les réseaux libéraux. Et ça, c'est quelque chose qui manque cruellement. Je vous ai dit tout à l'heure, 1 Breton sur 10 est concerné. On n'a pas assez de structures pour prendre en charge tous ces patients de manière efficace. Alors on l'a bien compris, c'est un sujet qui vous passionne, on pourrait en parler des heures, il y a encore tant de choses à explorer. D'ailleurs, c'est l'objectif de l'unité NUMECAM qui a été récemment créée au CHU. Quels sont les enjeux de cette unité ? Oui, alors NUMECAM est un institut de recherche qui s'appelle donc Nutrition, Métabolisme, Cancer, dont l'objectif est de savoir comment les déterminants alimentaires, de comportement, les déterminants psychiques, métaboliques vont avoir une influence sur le développement de maladies chroniques. Et le but étant de trouver des moyens de prévention de ces maladies chroniques en agissant sur ces facteurs alimentaires, comportementaux et métaboliques. Et bien sûr, l'idée est de développer également des stratégies thérapeutiques de prise en charge des patients. On parle beaucoup de la chirurgie de l'obésité en ce moment, qui n'est pas un traitement miracle, qui doit être préparé comme on prépare un grand événement. Une préparation d'au moins 1 an est nécessaire pour mieux gérer ses émotions, mieux gérer sa prise alimentaire, mieux bouger dans son corps. Et ça doit passer aussi par de la recherche qui doit identifier les patients les plus à même de répondre efficacement à ce traitement pour éviter les taux d'échec à long terme. Merci beaucoup, professeur Thibault, de nous avoir éclairé sur ce sujet. Je voyais que ça vous faisait beaucoup réagir, Alain Glon. Oui, et quand nous parlons d'une collaboration fructueuse entre le milieu hospitalier et l'industrie, je crois que du côté des médias, il pourrait y avoir le 3e pied du tripode. Nous avions le 1er décembre une journée scientifique à Locarno et on a eu conjointement par les 2 CHU, ce qui ne s'était jamais fait, et de Brest et de Rennes, avec les directions générales, un certain nombre d'exposés étonnants, où par exemple, on nous parlait du risque d'AVC chez les jeunes qui consomment de la drogue, une augmentation sensible de risque d'AVC, et autre chose qui m'a interpellé, puisque le professeur Karim Bouzelma était des nôtres, l'homme aux 1000 greffes, et il nous disait être abasourdi par le nombre de jeunes qui ont des foies alcooliques. Et ça vient d'une pratique qui consiste, je ne sais plus comment ils appellent ça, le drinking, non ? Ils ingurgitent une demi-bouteille de vodka d'un seul coup et avant de partir en soirée. Et pendant la soirée, ils vont consommer des coca de diverses marques qui sont très riches en sucre et ça provoque une chaptalisation, donc une augmentation de l'alcool considérable qui détruit le foie chez les jeunes. Et donc, là encore, au-delà de la science, ce serait bien de communiquer sur ce genre de choses. Moi, quand j'en parle à mes petits-enfants, on me dit, oui, bien sûr, tout le monde fait ces pratiques. On pourrait faire mieux là aussi. C'est un point aussi que nous développons dans NUMECAM pour la recherche, parce qu'effectivement, c'est un aspect de recherche important de savoir comment on arrive à empêcher ces jeunes d'avoir cette consommation de boissons alcoolisées. Oui. C'est un problème assez récurrent en Bretagne, semble-t-il. Et ailleurs aussi. Et ailleurs aussi. Merci beaucoup à tous. J'ai envie de vous demander, Alain Glon, si vous avez un petit message à passer aux Bretons avant qu'on se quitte, avant que notre comédienne Catherine Boissard vienne faire le débriefing de cette émission. Vous avez 20 secondes. Je crois que la Bretagne est un pays fantastique. Il faudrait qu'elle ait plus confiance en elle-même, en ses capacités. Quand je vois, après l'avoir dit, comment le monde nous envie, prenons-nous en charge. Et ne regardons pas arriver des étrangers avec le sourire qui viennent ici comme il y a 150 ans, nous allions en Afrique. Les Chinois qui arrivent à Carhaix sont étonnés de ce qu'ils trouvent.
Et ils disent, mais c'est pas croyable, pour le prix d'une usine, nous avons des milliers de vaches et des paysans, nous avons votre crachin qui fait pousser l'herbe. Quand on va manquer d'eau, on vient ici. Les Thaïlandais qui rachètent 2 entreprises dans le Finistère disent, c'est pas croyable, on a acheté une entreprise et pour le même prix, on a accès à tous vos quotas de pêche. Donc regarde le monde tel qu'il est et pas au travers de nos normes et de nos contraintes. Merci Alain Glon. On va tout de suite accueillir la comédienne Catherine Bossard qui arrive de ce pas, en courant parce que là, ça urge. Regardez, ça tombe bien, je ne savais pas du tout, j'étais pas au courant. Vive le vélo, voilà. Bonjour, je suis mannequin grande taille, ça tombe bien aussi qu'on en parle aussi. Ça ne m'empêche pas d'être chroniqueuse beauté et fashion sur le service public. Voilà, donc je peux parler peut-être de mon cursus également. C'est vrai que j'ai fait énormément de régimes, on voit le résultat, mais maintenant ça va, je suis en mode de rééducation alimentaire. D'ailleurs, je voulais vous demander, docteur, est-ce que c'est normal d'avoir des hallucinations et de voir des paquets de chips un peu partout autour de soi? Je commence à me poser des questions, mais bon, voilà, ça va mieux, je crois que je vais bien m'accrocher. Vous parliez du territoire et de la Bretagne, eh bien c'est le moment de parler d'astuces beauté, notamment avec la chip, justement, qui peut être un très bon allié pour votre peau avec l'amidon de la pomme de terre et la huile qu'il y a dans la chip. On les écrase, on en fait un petit gommage pour la peau. Voilà, c'est intéressant. J'essaye. Moi, je ne vais pas tester. Hein. Ah, mais non, si, on va tester quand même. Vous allez voir, ça vous fait une peau magnifique. Alors, pour le vélo, très bien. Le grand ennemi reste le cycliste en lycra, messieurs. Donc, merci à Ronan, d'ailleurs, d'avoir amené le petit motif camouflage pour changer tout ça. En tout cas, une belle émission. Mais je me concentre, professeur. Il y a les chips juste devant, c'est pas le problème. Hein, ça va aller, tout va bien. Merci beaucoup à tous d'avoir été à nos côtés. Je vais il fallait pas venir avec les chips, monsieur Glon, c'est pas possible. Merci à tous, on vous souhaite une excellente journée. Demain, notre invité d'honneur, ce sera le chanteur Albin de la Simone. Voilà, excellente journée à tous. Et puis écoutez, gardez la pêche, gardez la chips, comme dirait notre amie Catherine Bossard. La patate. La patate. C'est ça. La frite. La frite. La frite. La patate. Allez.